Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Les Québécois ont faim, Vincent. Les Canadiens ont faim. Et la solution, peut-être, est devant nos yeux, mais on n'était juste pas assez brillants en tant que pauvres libéraux pour y penser. Le gouvernement devrait-il implanter des épiceries publiques? C'est ce que suggère le magazine 24 heures, qui est un espèce de spin-off de TVA, là, et dans lequel on nous dit de plus en plus de Québécois peinent à payer leur épicerie et les mesures adoptées par les gouvernements provinciaux et fédéral ne parviennent pas à freiner la hausse de l'insécurité alimentaire. Et là, on nous dit que le chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, Guillaume Tremblay-Boily, lui pense que ça pourrait être une bonne idée d'avoir, comme ce que veut faire le maire de New York, c'est-à-dire des épiceries communautaires. Radio-Canada spiné un peu la même nouvelle il y a quelques mois, moi, il y a 6 mois de ça environ, à l'émission Tout un matin, des épiceries publiques pour faire des économies. Est-ce possible? Donc, j'épargne aux gens le segment, mais essentiellement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que ça nous a été demandé par quelques personnes au fil du temps, là, dont Joey la dernière fois qui a dit ah, vous devriez parler de ça au trio. Là, ça va être en duo parce que Yann n'est toujours pas là cette semaine. Mais c'est quelque chose qui revient une fois de temps en temps. Là, Vincent, là, oui, mais là, s'il n'y avait pas de profit, je pense que c'est beaucoup nourri par ça. C'est que les politiciens aiment casser du sucre maintenant sur les grands, sur le nouvel épouvantail, là, les grands épiciers, les grandes chaînes, les grandes succursales. Là, ils nous disent des trucs du genre le patron de l'Oblast gagne tant par année, ça n'a pas de bon sens pendant que les gens sont plus capables de s'acheter du craft dinner. Fait que si c'était public, avec pas de profit, parce que tout le monde sait que les gens qui travailleraient pour cette société-là, d'État-là seraient sous-payés d'ailleurs, euh, ça nous permettrait de sauver de l'argent. Donc, c'est un peu de là d'où viennent les épiceries publiques. Fait qu'on va en parler aujourd'hui parce que c'est quand même un bon cas classique de ce qu'on appelle le Geloso Tree, là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un problème dans la demeure? Puis on va en parler dans le podcast d'aujourd'hui. Ben écoute, fait que, bon, commençons avec le classique. C'est quoi le Geloso Tree pour ceux? Parce qu'il y a des auditeurs qui sont initiés au concept, mais il y en a qui ne le sont pas. Geloso Tree dit faut que tu poses une série de questions avant de savoir si un remède public est un bon remède. C'est est-ce que c'est vraiment un problème? Ça, c'est comme la question fondamentale. La deuxième, c'est est-ce que le marché a des solutions qui peut produire au problème? Est-ce qu'il y a un mécanisme correctif qui fonctionne? Donc, si tu as un problème, mais que le marché est capable de générer des solutions, c'est mieux de rien faire. Si par contre le marché n'est pas capable de générer des solutions, on pose la troisième question qui est est-ce que l'État fait des choses pour empêcher le marché, la société civile, les familles de s'arranger? Si la réponse c'est oui, ben l'État devrait enlever ces barrières-là. Si après, tu dis non, il n'y a vraiment pas de barrière, c'est est-ce que la solution que tu proposes est pire que le problème? Dans ce cas-là, tu fais rien. Et finalement, si tu as répondu à toutes ces quatre questions-là, tu peux arriver à de, l'ultime étape qui est de dire l'intervention est donc justifiée. Donc, voici
le graphe pour ceux qui sont pas habitués. Le Geloso Tree, l'infographique est une création de Frank le dédomiseur. On le remercie. Ben, je trouve Dans, que c'est quand même une bonne idée d'avoir un une- support visuel pour le voir parce que je trouve que ça serait. Tu n'as même pas besoin de faire un texte autour. tout est là. Tout est résumé par la chose suivante. Fait que, tu sais, est-ce que c'est. Ben, ça dépend comment on pose le problème. Qu'est-ce qui est un problème ici? Moi, je pense qu'on peut dire que le manque de. Par exemple, si on prend le portrait canadien, comment est-ce qu'on pose le problème? Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le prix des aliments. Le problème, c'est le manque de concurrence dans le domaine alimentaire. Le problème, c'est l'inflation. Tu sais, ça dépend comment on pose la question. Toi, tu la poserais comment là, dans le cas présent? Je te dirais que je leur donnerais ceux qui proposent les épiceries publiques, qui sont des épiceries d'État. Là. Imaginez la SQDC puis la SAQ, mais pour, pour des pommes, du pain puis des fruits et légumes. Euh, Eux, ce qu'ils vont mettre de l'avant avant de proposer ça, c'est une réponse qui est celle qui est peut-être la plus en leur faveur. C'est l'idée de la pauvreté alimentaire ou l'insécurité alimentaire. Ouais, ouais, Fait qu'au Canada, StatsCan a une enquête qui s'appelle Community Health Survey qui pose la question qui est-ce que vous êtes insécure dans votre budget d'épicerie? C'est-à-dire un peu la question, est-ce que vous regardez, c'est pas exactement ça la question, mais imaginez quelque chose comme ça pour les fins de la conversation sans qu'on rentre dans les détails d'une enquête gouvernementale puis comment ce qui est fait. C'est combien, est-ce que vous pensez vraiment beaucoup au prix des choses lorsque vous les achetez puis que vous êtes prête à couper dans les calories que vous consommez pour passer à travers la semaine? Ça serait de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est une situation vraiment de vulnérabilité économique. C'est ça qui essaie d'être capturé. Et si on y va avec ça, il y a au Canada une défense à dire que peut-être il y a un problème. Et en fait, c'est si tu regardes la même enquête, 2010, tu as environ 10% des Canadiens qui disent être dans cette situation-là, alors que la dernière enquête, c'est autour de 17-17,5%. Donc, il y a une augmentation, puis ça fit un peu avec ben, les prix de l'alimentation ont effectivement augmenté. Euh, et ont augmenté plus vite que les salaires, ce qui n'était pas le cas pendant très, très longtemps. Donc, pendant très longtemps, les salaires augmentaient beaucoup plus vite que les prix de l'alimentation. Là, dans la dernière 4, 5, 6 ans, il y a un effet. Donc, mettons Mais qu'on va dire si qu'il y a un on, problème. mais si on se fie un peu aux données, puis je peux prendre il a écrit là-dessus aujourd'hui au moment où on enregistre, mais si je regarde un peu ce que met de l'avant notre ami Sylvain Charlebois, il semble avoir quelque chose de, d'un peu spécifiquement canadien là, sur le prix de l'alimentation. Là. Je vais vous mettre à l'écran les chiffres qu'il a mis aujourd'hui. Là. Hop, attendez une seconde. Comme ça ici. Donc, si on regarde l'augmentation du prix de la nourriture dans les pays du G7, ce qui met à l'écran, c'est 1,5 en Allemagne, 2 en France, 2,6 en Italie, 3,1 aux États-Unis, 3,6 au Royaume-Uni, 3,9 au Japon et 5,4 au Canada. Ouais, ben, tu vois, regarde, c'est là que on va dire que ce que Sylvain dit est vrai. Puis je pense qu'il y a un cas à faire pour dire que cet argument-là est un peu surchargé. Largement parce que ce que l'inflation alimentaire mesure, c'est pas juste le prix des aliments, ça inclut par exemple le prix des aliments et les services alimentaires. Ça a l'air étrange, je dis de même, mais si, disons, moi, demain matin, j'avais le choix entre acheter un steak et le cuisiner chez moi, ou je peux acheter un steak déjà assaisonné, déjà préparé, tu sais, qu'il y a donc plein de services qui ont été imbriqués dans le steak que j'achète, mais c'est pas le même steak. C'est pas Ben non. le même produit. Et en fait, si tu regardes, pense à l'épicerie que toi puis moi on allait quand on était jeunes versus l'épicerie qu'on va maintenant. L'épicerie qu'on va maintenant, c'est pas un restaurant, mais ça ressemble plus à un restaurant que l'épicerie de 1987.
Donc, il y a des services de préparation qui sont nettement différents que ce qu'il y avait avant. Fait que ce que tu captures, c'est pas nécessairement le prix de l'alimentation qui augmente, autant que c'est la demande d'aliments qui change de forme vers une forme qui est plus dispendieuse. Mais ça, c'est parce qu'on est plus riche. Mais mettons que je mets cet argument-là de compter qui, je pense, j'ai dit compter comme si c'était un fromage. Mais c'est parce que l'argument que tu fais, je le comprends très bien, mais il doit être un peu le même ailleurs aussi, là. C'est-à-dire que j'imagine que tu vois C'est ça. C'est pour ça que je te dis, je suis prêt à le mettre de côté pour dire, écoutez, donnons à nos amis qui défendent, puis amis, je veux des air quotes, parce que ça inclut des gens de l'IRIS, puis je pense qu'on a tous déterminé que Ouais. il n'y a pas d'amitié entre eux et moi et eux. Juste préciser que Sylvain ne fait pas un Non. plaidoyer pour les Non, non, épiceries non, 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 publiques. Il nous a même dit le contraire, là. Effectivement, je ne mettrais pas. Merci de clarifier. Non, je pense pas que Sylvain dit ça. En fait, je sais qu'il ne dit pas ça. Mais on va me dire que ce que Sylvain dit, c'est un vrai fait. Qu'il n'y a pas de débat à avoir. Pas besoin de faire de nuances. Faisons juste tout accepter tel quel. Est-ce que ça veut dire que une épicerie publique, c'est une bonne idée? Ben, la prochaine étape du Jello's Tree, c'est est-ce que le marché est capable de trouver des solutions? Puis moi, je te dirais que absolument, le marché est capable de trouver des solutions. En fait, l'histoire de l'épicerie, pour commencer, me montre que c'est le cas parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent à quel point une épicerie, c'est exceptionnel comme invention humaine. Parce qu'avant, les gens allaient dans des marchés. Ils devaient se rendre à un marché qui était au centre de la ville. Tu étais à Montréal, tu devais aller au marché Bon Secours, disons. Ouais. Et en fait, si toi, tu allais au marché Bon Secours puis tu allais acheter d'un producteur qui était venu en ville pour vendre ses aliments, ben toi, tu devais aller là et ensuite revenir chez toi, nettoyer la nourriture, etc., faire plein d'efforts de préparation. C'est toi qui devais gérer la distribution d'une certaine manière. Puis si c'était pas toi, puis que c'était genre ton boucher qui va là, ben ton boucher va y aller. Après ça, il faut que tu ailles le fromager qui y aille. Fait que t'as pas beaucoup d'économies d'échelle, t'as pas beaucoup de bénéfices qu'il y a de ça. Et ce que tu vois, c'est en fait quelqu'un qui doit passer, tu sais, t'avais la journée des emplettes. Puis ça, c'était pour les femmes qui étaient des mères. C'était une journée complète, là. Quand les gens disent ah, les mères à la maison, c'était pas des mères à la maison. La journée d'aller magasiner, juste d'aller faire à l'épicerie, c'était 7-8 heures de la journée qui passait dans ça parce que tu allais chez le boucher. Du boucher, tu allais chez le boulanger. Du boulanger, tu allais chez l'autre. Puis là, tu te promenais avec tout ça toute la journée, puis tu avais passé ta journée sur ça. Tu arrivais le soir, il fallait que tu fasses le repas. Fait que, tu sais, l'épicerie, maintenant, ce que c'est que tu as comme des gens qui se sont dit écoute, je vais me spécialiser dans de créer un système d'acquisition chez des producteurs, un système de distribution à des points de vente. C'est quand même tout un effort exceptionnel d'entrepreneuriat où est-ce que le marché a géré un problème. Puis si tu regardes, juste pour mettre un ordre de proportion, la portion de ce que nous, on dépensait il y a, disons, à peine 50 ans sur la nourriture. Donc, tu sais, je parle pas de trucs complètement débiles comme, disons, il y a 200 ans ou 300 ans. Juste, disons, en 1950, combien de notre niveau de dépenses, de toutes tes dépenses que tu avais comme ménage, combien tu passais sur la bouffe au complet? Puis là, je prends toute la bouffe. Ça inclut les services alimentaires que je mentionnais il y a 2 minutes. C'était à peu près 30. Ça, c'est aux États-Unis, là, un pays qui est crissement plus riche que le Canada. C'était 30 de tes dépenses. Fait que, tu prends toutes les dépenses d'un ménage. Là, le ménage moyen en 1950 aux États-Unis, 30 de ce qu'il dépensait, c'était pour la nourriture, pour l'alimentation. Et tu n'avais pas, l'épicerie n'était pas quelque chose de très commun en 1950. Tu avais des épiceries, mais tu avais beaucoup plus le marché que je décris. Aujourd'hui, puis ça, quand je dis 30 tu n'avais pas beaucoup de restaurants là-dedans. C'était beaucoup. Ta mère, elle allait au magasin général, elle achetait des bines sèches, du lard, quelques autres trucs, puis ça, c'était ton repas, puis tu t'assumes. C'était pas très glorieux. Aujourd'hui, on est beaucoup plus riche.
on est massivement plus riche, puis on dépense moins de 12% de notre revenu sur l'alimentation. Puis ça, c'est de l'alimentation maintenant qui inclut le restaurant, où est-ce que ce que tu fais, c'est que tu commandes par Uber Eats, ce que quelqu'un en 1950, si Uber Eats avait existé, n'aurait jamais fait. Donc, tu sais, tu es dans un monde de grande abondance. Et ça te montre que le marché est capable de générer des solutions. Définitivement que l'entrepreneuriat en matière alimentaire, c'est pas ce que tu pourrais appeler une faille de marché où l'État doit agir comme un fournisseur de services, contrairement, disons, je sais qu'il y a des libertariens extrêmes qui croient qu'on peut privatiser la police. On ne parle pas de privatiser la police. Là. On n'est pas en train de dire que le marché. Ça n'a rien à voir. L'idée que le marché ne serait pas capable de le produire, il y a un cas prima facie qui est défendable de dire que, bon, d'accord, pas d'accord, c'est pas ça le point, mais il y a quelqu'un qui peut, sans rire, dire que, écoute, la police, c'est quelque chose que le marché ne peut pas produire. Fine. Ben ici, les épiceries, on a quand même un bon cas que c'est pas une faille de marché, c'est pas un blind spot des familles, c'est tout à fait gérable. Donc, la question, tu es obligé d'aller dans le General Tree à la troisième étape, c'est qu'est-ce que l'État fait pour nuire à, voyons, aux solutions de marché. Puis écoute, j'ai trouvé quelques exemples, puis je vais les mettre en share screen juste pour que les gens capotent, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'écris sur des trucs alimentaires, puis que, je veux dire, j'ai le poids pour le prouver. Mais tu avais, par exemple, au Québec, jusqu'à très récemment, une réglementation, donc tu allais dans la loi sur les aliments au Québec, j'oublie le nom exact qu'elle a, mais qui réglementait qu'est-ce que tu pouvais faire avec les aliments mal formés. Fait que si tu avais une tomate qui était déformée ou que tu avais des fruits ou des légumes qui étaient moins présentables, il y avait des règles qui disaient que tu ne pouvais pas les présenter en étalage, même si tu offrais des rabais. Et cette règle-là était en place pendant 30-40 ans. Ce qui est quand même, tu te dis, pourquoi cette règle-là existe? C'est complètement débile. Surtout que tu te dis, ben si c'est déformé, tu sais, mettons que je suis un restaurateur, puis que je suis un chef Michelin, ben, je veux que le fruit aille, ou le légume aille une forme quand même esthétiquement attrayante. Mais si je fais une sauce tomate, on s'en calisse de qu'est-ce que la sauce de la tomate a Oui. l'air. Fait que, tu sais, peut-être que les gens seraient prêts à accepter des rabais pour des fruits mal formés ou des choses comme ça, des gens qui s'en foutent un peu plus. Et tu avais Métro à l'époque qui s'ostinait pour dire ben on aimerait ça offrir des produits mal formés avec des rabais pour les consommateurs. Et ça, tu avais eu une opposition de certaines personnes là-dessus Sur la base de quel argument? Écoute, si tu regardes la date de. Ça, c'est dans le temps que j'écrivais au Journal de Ah, ça devait Montréal. être une histoire de ouais, mais là, si on permet à tel, là, les gens viendront plus dans mon marché acheter mes beaux légumes. Est-ce qu'ils vont C'est aller acheter ils vont aller au Super C acheter des tomates? exactement. OK. Là. C'était exactement ça la réponse. Fait que t'avais ça. T'avais cette réglementation-là, mais t'as encore. Ce qui est quelque Maintenant. chose, by the way, excuse-moi de te couper, mais ce qui est quelque chose qui a à grandeur de plein d'autres industries. Tu as des magasins de meubles dont le modèle d'affaires, c'est entièrement ça. Là. Tu sais, les fameux liquida, quelque chose, là, ou patente Ouais. liquidation. Là. C'est que, genre, on te vend un divan ou un lazy boy qui a une poque sur le cuir quelque part, mais il est moins cher parce que on assume qu'il y a du monde, ça les dérange, qu'il y a une petite déchirure sur le cuir. Toi, tu t'en fous pour avoir le même fauteuil à moitié prix. Exactement. Fait que, ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres, comme par exemple, à l'Institut, on avait fait ça en 2016, quand la Ville de Montréal proposait de libéraliser, puis je mets des air quotes ici, là, parce que c'était pas vraiment une libéralisation, de permettre les camions de rue à Montréal, ce Oui, qui food fait en sorte truck. que tu as plus d'offres de services. Tu as plus d'offres de services, ben, les prix devaient baisser. Ben, la Ville de Montréal a fait des règlements qui disaient fondamentalement qu'il y avait un concours. Puis ça, les gens ne savent pas ces détails-là, mais je ne sais pas si ça a changé depuis 2016, quand on l'a écrit la première fois, donc c'est quand même une décennie vieux, mais quand ça avait sorti initialement, il y avait un comité formé par la Ville de Montréal qu'il fallait que tu proposes ton camion Ouais, il y a eu ça à Québec aussi, je pense. et il fallait que ça soit approuvé pour ce comité-là. Il y avait des caractéristiques qui incluaient est-ce que le service est bon, ouais, est-ce qu'il est nécessaire? Il y avait ça. Il y avait des règles pour pouvoir appliquer aussi. Il fallait que tu aies déjà
un restaurant, mais aussi est-ce que c'était un menu unique? Est-ce que c'était quelque chose qui ne serait pas vu autrement? Fait que c'était pour comme exclure l'idée que tu avais un gars avec un cart qui vendait des hot dogs steamés, that's it, that's all, ce qui est pour moi le meilleur camion-restaurant possible, là. Les hot Ouais, mais dogs autrement sont... dit, pour tuer carrément l'esprit de la chose, là, que t'es comme. Exactement. Tu peux aller à plein de places. Tu sais, quand tu vas, tu peux confirmer, là, mais quand tu vas à London, un des trucs que tu vois le plus, pas London, Ontario, mais le vrai Le Londres, vrai London. ouais, le vrai London, là, je pense que tu peux pas faire un coin de rue sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vend des peanuts au caramel. Ça sent Ouais, ça partout dans la rue. Puis il y a des gens qui vendent, ils ont des stands de peanuts, puis ils vendent des peanuts. T'es comme, à ce que je sache, la ville est pleine de restaurants, puis ça n'a pas fait fermer les restaurants parce qu'il y a un gars qui vend des peanuts, là. exactement. Puis Montréal est quand même, tu sais, un endroit culinaire assez respecté, une bonne réputation au titre des restaurants. Donc, j'imagine que ça serait pas la fin du monde, puis d'avoir plus de concurrence. Et donc, je pense que ça serait peut-être... c'est une des choses que tu peux souligner. Regarde, l'État fait des choses qui réduit l'éventail de services qui est proposé. Mhm. Donc, tu sais, as déjà ça sur la table. Mais t'as pas juste ces trucs-là, tu as d'autres choses qu'on fait qui sont absolument d'une débilité. La première, c'est que euh, si tu veux faire de la concurrence aux joueurs établis, donc tu dis, bon, on voudrait avoir plus de services qui augmentent. Puis là, on ne mentionnera même pas la gestion de l'offre parce que c'est quand même l'éléphant dans la pièce. La gestion de l'offre, définitivement, en ayant des quotas de production Ah oui, pour, ça augmente le pour le. prix du Ben, poulet, du lait, des œufs, du beurre, de tout ce que tu veux. exactement. Je veux juste souligner que hier, j'étais à l'épicerie et en québécois, avec des réflexes de québécois, j'ai vu du beurre en vente à 2 $ la livre US et c'était du beurre premium, 2 $ la livre. Je veux juste vous mettre ça. Faites ça fois 1,3 là. C'est. Ouais, puis là, t'es généreux, là. Tu sais, j'étais à. Mettons que j'exagère, là. T'es à. Mettons 3 piastres canadiens. OK? C'était ça pour du beurre premium. J'ai Un acheté. prix qui n'existe plus au Québec depuis 2017, là. Exactement. Ben, j'ai acheté comme Québécois 10 livres de beurre, puis j'ai tout collé dans le congélateur. Je me disais, écoute, Ben c'est oui, toi, un. t'étais comme, hey, Chris, c'est la seule fois dans l'année que le beurre est en Eh oui. spécial. Mais le pire, c'est que je suis sorti de l'épicerie en passant, puis je me suis dit, hey, c'était-tu québécois comme réflexe, ça, tabarnak? J'étais vraiment en mentalité, le beurre, Ouais, il parce est que toi, pas. tu te préparais à le voir à 8,50 la semaine d'après, là. Ben oui, mais c'est parce que ici aux États-Unis, il n'est pas particulièrement dispendieux. Là, il était nettement en rabais relativement à l'usuel, mais il n'est pas si cher que ça d'habitude, Ouais. anyways. Mais tu sais, j'ai eu un réflexe de Québécois qui a grandi sa gestion de l'offre. Quand tu vois du bar cheap, tu le prends. Mais on va le mettre de côté parce que il ferait trop mon argument facilement. Donc, je vais me faire un argument de quatrième trio parce que la gestion de l'offre, à elle tout seule, c'est 400 $ de plus de dépenses alimentaires par année par famille. C'est ça que ça coûte. Donc, tu sais, je dis ça de même, mais si tu voulais l'équivalent d'une baisse d'impôt de 400$, ce serait d'abolir la gestion de l'offre. Mais tu as d'autres choses aussi qui se font, qui sont moins visibles que ça. Par exemple, si tu veux ouvrir, mettons que tu es un saucissier ou que tu es par exemple, ceux qui sont à Montréal, il y a Walter Williams, le saucissier que les gens aiment aller, qui te font des sandwichs, mais ils vendent d'autres petites affaires à côté. Mais il y a des choses qu'en fait, sous la loi qui gère ça, ils n'ont pas le droit d'avoir d'autres types de produits parce que leur licence est liée à un certain type de produit et donc ils ne peuvent pas offrir d'autres types de services et ils doivent avoir un autre. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, c'est pas illégal, mais c'est qu'ils doivent avoir d'autres types de permis. Fait que, par exemple, si je veux vendre des hot dogs, mais aussi que je veux vendre une bière, ben, il faut que j'achète un permis additionnel au lieu d'avoir un permis général, qui est le permis d'épicier, qui inclut tout service alimentaire. Non, non, on fait des permis différents. Donc, tu sais, tu limites la capacité de certains joueurs. Ben Parce que oui. tu peux pas faire compétition à Metro ou à IGA ou à Walmart en allant sur les prix. Tu n'es pas capable de faire ça. Eux ont les économies d'échelle. Si tu es un commerçant qui n'est pas un gros commerçant, ta concurrence, tu le fais en différenciant sur la forme du produit. Bien, ça veut dire que tu dois offrir
disons que tu es un saucissier, mais tu es un saucissier qui va vendre aussi à côté, disons, des salades ou qui va faire une entente avec un producteur maraîcher ou des choses comme ça. Ah non, il y a des permis différents. Donc, tu es en train de limiter la concurrence au Canada. Puis en fait, on ne va même pas dans la direction présentement d'enlever des trucs absolument crinqués comme ça. On a maintenant, puis ça, il n'y a personne qui en a parlé, on a le code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie. Donc, c'est vraiment. C'est quoi cette affaire-là? C'est entré en vigueur le 1er février, le 1er janvier. Il n'y a personne qui l'a remarqué, mais c'est un code de conduite qui est fait, qui est là pour comme gérer les comportements dans l'industrie de l'épicerie. Et pour ceux qui sont habitués à ce que je dis souvent, je dis quand tu as une grande industrie qui demande de la réglementation, tu peux être sûr que c'est une réglementation pour réduire la compétition. Fait que tu sais, quand Facebook allait dire ben, on aimerait ça, on trouve que la compétition est trop chaotique, il faudrait que l'État intervienne. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont prêts à payer le coût de la réglementation parce qu'il y a un bénéfice de la réglementation, moins d'innovations qui viennent de leurs concurrents potentiels. Fait qu'ils peuvent s'asseoir sur leur laurier et arrêter de faire des efforts. Ben ici, quand tu prends ce code de conduite du secteur de l'épicerie, qui étaient les compagnies qui ont poussé pour le plus, ben ça inclut, dans le Canada anglais, Empire, avec Michael Medline, qui a été le premier à réclamer ce code de conduite-là. Et je cite, afin d'uniformiser les règles du jeu pour les épiciers et fournisseurs canadiens. Donc, en gros, de réduire la concurrence. Fait que, on va même dans la direction de créer des systèmes où est-ce qu'on on rend plus difficile l'entrée dans l'industrie. Le code n'est pas particulièrement contraignant, mais il ajoute à toutes les autres réglementations qui existent, qui réduisent la concurrence. Puis, prends toutes ces petites réglementations-là, faisant le cumul, ce que tu as, c'est que pour rentrer et offrir des services alimentaires, tu as énormément de barrières au Canada qui sont présentes. Puis là, j'inclus même pas les quotas à l'importation sur certains produits. J'inclus même pas la gestion de l'offre encore. Je fais juste parler juste très, très, très étroitement de juste le secteur des épiceries. Mais à un moment donné, quand tu me dis qu'il y a un problème d'insécurité alimentaire, peut-être que si tu laissais plus de portes à la concurrence, par exemple en permettant à Amazon d'offrir des livraisons alimentaires, ce qui est apparemment, vous m'avez dit il y a quelques semaines, pas permis au Québec, je ne le savais même pas. Ben, c'est ce qui est, Mais ici, selon c'est le permis. Bureau de la concurrence canadien, ça faisait partie de leurs recommandations là, qui disaient que pendant que tu parles, je peux essayer de le retrouver, là, mais je suis pas mal certain de ce que je dis là. Ben écoute, si c'est le cas, moi je sais qu'aux États-Unis, on a accès à ça. Mais si c'est pas le cas au Québec, c'est définitivement quelque chose que tu peux ajouter dans. Ben, peut-être que permettre plus de concurrence, ça serait mieux. Donc, d'enlever les barrières. Avant de proposer de faire des nouveaux trucs, enlever les choses que vous faites qui sont contre-productifs. Donc, c'est définitivement dans l'ordre des choses, je pense. Ben, je pense que oui. Là. Ben, C'était dans un document qui s'appelle. Un petit peu, je vais te dire ça. Le Canada a besoin de plus de concurrence dans le secteur des épiceries. C'est un rapport qui date de 2023. Et dessus, on parle des épiceries en ligne. Donc, on dit la façon dont les Canadiens achètent leurs produits et d'épicerie change. Faire ses courses dans un supermarché local était autrefois le seul moyen de faire l'épicerie, mais ce n'est plus le cas. De plus en plus de Canadiens achètent leurs produits d'épicerie en ligne, bien que les options d'épicerie en ligne soient encore relativement nouvelles, elles gagnent du terrain. Les achats en ligne ne représentent encore qu'une partie relativement faible des ventes totales de produits d'épicerie au Canada, mais cela risque de changer. Puis là, bon, on explique que les options d'épicerie en ligne ne sont pas nécessairement possibles parce qu'il y en a qui sont, dans le fond, qui sont illégales. Là. Ben, ça te fait mon point pour moi. Aussi, une des choses que je pense que je peux mentionner aussi comme autre barrière à la concurrence, c'est que si, tu sais, tantôt au début, puis je ne l'avais pas mentionné juste parce que c'était pour le plaisir de le mentionner, mais les services alimentaires que les épiceries offrent aujourd'hui,
des services alimentaires, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qui peut être un restaurant, tout comme ça peut être une épicerie qui transforme des produits pour toi. Mais tu sais, c'est pas 0 ou un. Tu pourrais mélanger les deux. Tu peux être un peu un restaurant et un peu autre chose. Ben, par exemple, si tu vas aux États-Unis, une des grandes épiceries américaines, c'est Whole Foods, qui est comme la place des granos, qui est aussi la chose qui est la plus comique, soit dit en passant, sur Whole Foods, c'est que le PDG, le fondateur de Whole Foods, il me fait passer pour un gauchiste, dans le sens qu'il est libertarien, anarcho-capitaliste. John Mackey est solidement libertarien. Fait que j'ai toujours trouvé ça drôle. J'ai retrouvé le segment qui était problématique. Je vais te le lire, tu vas tout comprendre. Les services de livraison ressemblent davantage à des partenaires des épiciers que des concurrents indépendants. À moins d'avoir mis au point leur propre centre de distribution, les services de livraison se contentent d'acheter des produits sur les étagères des épiciers existants. Ils ne peuvent pas facturer des prix inférieurs à ceux du magasin. Donc, il y a forcément un règlement quelque part qui a rapport avec ça. Exactement. Et écoute, c'est une des choses, mais ça compile ça avec ce que je suis en train de mentionner. Par exemple, dans le Whole Foods aux États-Unis, tu as des restaurants dedans. Donc, tu peux manger. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'offrir de leurs produits à eux que tu vas manger à un. Bon, ils ont des buffets que tu peux te servir, mais il y a aussi un restaurant de fruits de mer qui sont incroyables, pour vrai. Ils ont des, des steaks qu'ils font qui sont très, très bons. Mais tu sais, une des choses qu'ils offrent aussi, c'est de l'alcool. Donc, tu sais, tu peux aller en profiter, tu peux prendre une bière, tu peux jaser avec des amis, tu peux dire, ben écoute, on va prendre un verre, puis on va faire l'épicerie après. Puis, tu sais, ça ouvre des portes additionnelles. Si l'épicerie ne veut pas le faire, elle ne le fera pas. Mais aussi, tu sais, si elle veut le faire, ça te permet de dire, ben, ça fait des services différents qui se complémentent pour certains types de consommateurs. Donc, ça fait une concurrence où est-ce que, ben, si moi, ce que je veux, c'est un service avec tous les services alimentaires, puis toi, Frank, ce que tu veux, c'est Ouais. les prix les plus bas, ben, ce que tu as, c'est que tu as des produits encore plus différenciés où les gens avec le petit doigt levé comme moi qui veulent plein d'autres services, ils vont chez Whole Foods. Puis ceux qui s'en calissent complètement, pas parce ils ont le doigt en l'air, mais c'est juste pour eux, c'est complètement insignifiant que tu veuilles les choses que moi je veux. Ben eux, ils vont aller chez Super C, puis le prix va être bas. Puis j'ai pas besoin de la bouteille d'eau minérale qui goûte les pêches ou quelque chose comme ça. J'ai juste besoin de X. Ben, tu vas avoir une concurrence qui se fait sur les gammes de services. Toutes ces réglementations-là qui existent font que tu ne peux pas avoir ce type de concurrence-là. Donc, tu ne peux pas avoir une différenciation sur les prix où est-ce que maintenant, tu as des gens qui doivent aller dans des épiceries qui ne sont pas exactement le type de service qu'ils veulent et ils payent plus cher. Et des gens qui ont des services d'épicerie qui n'ont pas les services additionnels qu'ils veulent, mais ils ont des prix de la bouffe qui sont moins chers, mais ils seraient prêts à payer plus cher pour les autres services. Fait que tu rends tout le monde plus misérable que ce qui serait en ayant limité la concurrence. Mais mettons qu'on met ça de côté, il y a la prochaine étape. Est-ce que la solution est pire que le problème? Puis ça, ben, l'idée des épiceries publiques, c'est là que je comprends même pas pourquoi c'est une discussion sur la table. C'est un fucking shit show, cette affaire-là. Je m'excuse, là. C'est... Ouais, quand tu cherches premièrement les exemples de réussite, la liste, c'est pas mal une feuille blanche. Là. Ben écoute, on va y aller avec le plus élémentaire de la gang, là. On en a une image d'épicerie publique. Ça s'appelait l'URSS. Les épiceries Ben étaient oui, ben oui. publiques. Tu sais, À OK, Cuba. fine. Les gens vont dire, ah, mais là, écoute, puis il y a une image que je veux que tu montres parce que moi, c'est mon image préférée de l'histoire de tous les temps. Puis d'ailleurs, si vous avez lu autour du libéralisme en 80 idées, j'en ai parlé dans le livre. Boris Yeltsin, avant qu'il soit président de la Russie, mais quand il était premier ministre de la Russie pendant la période soviétique, il est allé visiter les États-Unis, puis il avait visité une épicerie à Dallas. Mhm. Et il est là, puis il comprend pas. Il comprend pas l'abondance. Donc lui, là, ayant grandi dans les épiceries publiques, puis même lui, il faut souligner qu'il est membre de la nomenclatura soviétique. Il est définitivement
au top de la pyramide Ouais, sociale on peut soviétique. assumer que si quelqu'un s'est pas privé, c'est lui, là. Ah oui, puis je veux dire, il n'y avait pas de problème à trouver de l'alcool. Hein, tu sais, je veux dire, apparemment, il était, je sais pas, il était pas juste fan de vodka, il était fan de cognac. Puis je pense que le cognac n'étant pas un produit typiquement Je russe, pense. il doit avoir, tu sais, il devait avoir des accès qui lui étaient uniques à lui. Mais là, il arrive dans l'épicerie à Dallas, puis il comprend pas. Il est pas capable de Hmm. concevoir comment il y a de l'abondance comme ça dans une épicerie. Donc, ça devrait te donner une image déjà que des épiceries tu sais, nationalisées, peut-être que il y a des bonnes. Tu sais, ton prior devrait être définitivement que ça ne marchera pas. Bon, tu vas avoir une réponse de gens de gauche qui vont dire ouais, mais puis de gens de gauche posés, modérés, fait que mettons une sorte de Jean-François Lisée qui dirait quelque chose du genre, même si je pense que le gars. Vincent, l'épicerie publique. Ben, il pourrait dire tu sais, que tout le reste autour de l'épicerie, c'est pas un système d'économie planifié, ça serait juste comme une SAQ ou une SQDC, donc pas. Tu sais, est-ce que la SAQ, c'est un flop? Si tu me poses la question, oui. Tu Ouais, mais payes. encore là, le problème, c'est que tu peux pas comparer les deux parce que la SAQ, il y a un monopole. Fait que, tu sais, ton épicerie publique, elle, est en plus, est encore plus dans la marde parce qu'elle est mise en concurrence avec les autres épiceries privées, là. Exactement. Donc, ça, c'était la réponse que moi, j'aurais donnée. C'est difficile de voir en quoi il serait capable de mieux performer pour commencer. Mais aussi, il faut se rappeler une chose, puis on l'avait souligné dans le temps que PSPP proposait son bureau de la concurrence québécois. Les marges de profit dans les épiceries, la moyenne de tous les détaillants alimentaires, la marge de profit, c'est 3%. Mais quand tu regardes les détaillants alimentaires qui excluent l'alcool au Québec, la marge de profit est 2%. Puis tu te dis, bah, c'est pas une grosse différence. Oui, mais les Ben, détaillants d'alcool, c'est pas une grosse proportion de tous les détaillants alimentaires. Si les exclure des autres fait baisser de 3 à 2, ça veut dire que les ça veut marges dire de que c'est beaucoup, profit, là. ben, quand tu regardes maintenant les données de Statistique Canada sur les marges de profit dans la distribution d'alcool au Québec, la marge de profit est entre 25 et 45%. Donc, dépendant des années. Tu devrais te dire, ben, peut-être que si tu veux une épicerie publique, ce que tu vas avoir, c'est que l'épicerie publique va être une manière de générer des revenus au lieu de faire de la taxation. Tu vas juste avoir un monopole, une compagnie publique qui va charger plus cher. Mais comme tu as dit, avec de la concurrence, les gens vont juste aller à moins cher. Donc, c'est dur de voir en Ou, quoi. ou, ou, c'est un truc que tu vas faire pour des raisons idéologiques. Ça va être massivement subventionné. Parce que, tu sais, c'est sûr que si tu fais une épicerie publique, mettons, là, puis que tu mets ça, on va dire, dans le quartier Saint-Roch à Québec ou dans un quartier plus défavorisé de Montréal, puis la ville, le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral donnent à l'eux 3 200 millions par année à l'épicerie pour s'arranger, ben oui, ils vont probablement avoir des prix à peu près corrects, puis que ça va fonctionner, puis les gens de gauche vont dire, ah bon, regardez comment c'est incroyable, ça fonctionne. Ouais, mais ça fonctionne pas en réalité. Ça fonctionne parce que vous êtes dopé à l'argent public, là. Ben, tu vois, c'est là que ça arrivait. Parce que si la personne avait répondu, donc disons qu'on essaie puis le point étant que l'idée d'une provision publique, c'est une mauvaise idée. Si tu utilises l'argument de la SAQ, tu dois, pour que ça soit profitable, puis que ça soit pas un trou à argent, il faut que tu lui donnes un monopole. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui défendraient Ben le là, je dis pas. monopole. Puis si tu défends un monopole, si, mettons, tu es prêt à avaler le. You're ready to bite the bullet, comme on dit en anglais. Ben, tu es en train de dire que le but de ça, c'est pas de réduire les prix. Fait que, félicitations, tu es en train de t'auto-miner en termes d'arguments. Mais si, mettons, tu es dans l'autre mention, tu dis, mais ça pourrait être des épiceries subventionnées. Donc là, ça veut dire qu'il faut que tu taxes quelqu'un pour réduire le prix du service. Mais là, qui va aller à l'épicerie publique? Ça va être tout le monde, dont des gens qui en ont peut-être pas besoin. Fait que c'est peut-être pas la meilleure manière d'aider. Mais aussi, comme tu n'as plus de mécanisme. Ouais, puis là, tu fais de la concurrence déloyale aux autres privés qui sont là, là. Exactement. Fait que tu pourrais réduire l'offre de services ailleurs dans les villes. Mais aussi, et plus férocement important, que la personne dans l'épicerie publique ait où son incitation à bien gérer ses dépenses. OK. L'argent va rentrer, peu importe c'est quoi. Donc, où est-ce que tu contrôles tes coûts? Où est-ce que tu contrôles
où est-ce que tu as l'incitation pour innover, pour changer, pour trouver les bons rabais? Parce que, tu Où sais, est-ce si que tu tu regardes, contrôles tes coûts? La liste d'attente, le rationnement. ben écoute, c'est là qu'il y a des choses le fun que tu peux souligner. Donc, les places qui font ce qu'on est en train de dire, donc pas la SAQ, pas un monopole public, pas l'URSS, mais vraiment juste des, des government-run groceries qui Ouais, il y a reçoivent des Atlanta, je subventions. pense qu'il l'a fait, puis tu as Ben, quelques exemples. il y a Kansas City qui en a un, qui en a fait un. Et en fait, ils reconnaissent que depuis que c'est fait, il y en a, ils perdent à peu près 1 million par année. Ah, ben oui. Donc, tu sais, puis, donc l'argent est perdu, puis C'est les pas ce gens, qui est drôle comme modèle. Là. exactement. Puis quand tu regardes, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas préparé les photos, mais quand tu regardes, ils perdent de l'argent, pas parce que les gens y vont puis qu'ils ont des quantités phénoménales de services disponibles, c'est parce qu'ils perdent de l'argent et il n'y a personne qui y va. Donc, tu sais, si tu disais ils perdent de l'argent, mais c'est parce qu'ils vendent la nourriture tellement pas chère puis que les pauvres peuvent en bénéficier. C'est même pas ça. Les images comme celles que je t'envoie qui viennent de journaux de la place, ça ressemble à celles de l'URSS quand C'est même. bon. C'est exactement ça. Puis c'est pas. Puis si tu cherches Kansas City Government Store, tu vois tout le temps la même chose où il y a des dizaines d'étagères qui sont à moitié vides, tu as des allées complètes qui sont incomplètes. Donc, tu sais, ça ressemble même beaucoup à ce que tu observes dans les, euh, les endroits à Cuba. Ben, pas avant aujourd'hui, puisque là, présentement, Cuba, c'est encore un petit peu plus intense que usuel, mais que tu as des tonnes d'étagères vides pour les places qui ont, j'ai oublié le nom qu'ils ont, pour les Eh carnets boy. de, C'est pas vargeux, là. non, non, c'est ça, mais ces épiceries publiques-là, c'est un flop monumental. Et ça, c'est juste une image parmi tant d'autres. Donc, tu n'as pas une abondance. Et c'est pas parce que les étagères sont vides. Il n'y a personne qui y va. Il y a des études sur l'achalandage. L'achalandage est inférieur. Et les gens, en fait, même des fois, quand ils sont proches d'une autre épicerie publique, les gens décident d'une épicerie privée, excuse-moi, les gens décident d'aller dans l'autre pour acheter des produits qui sont, oui, d'accord, pas subventionnés, mais parce que les autres sont là, c'est plus facile. Puis comme ils ne veulent pas se déplacer entre les deux pour voir qu'est-ce qui est là puis qu'est-ce qui n'est pas là, ben ils vont juste à l'épicerie qui est un petit peu plus cher pour s'éviter de perdre 2 heures à essayer de trouver ce qui est subventionné puis ce qui n'est pas subventionné. Très bon article du Reason là-dessus aussi qui fait l'inventaire des projets. Parce que ça, l'affaire, c'est que si l'idée avait jamais été expérimentée, tu dis, bon, les gars, votre opposition, elle n'est qu'idéologique, on pourrait au moins faire des projets pilotes, mais les projets pilotes, ils ont été faits. Là. Ça a existé. Et dans les cas qu'on montre, soit c'est vide parce que les gens y vont pas, soit ça a l'air de marcher un peu, mais c'est le déficitaire, puis ça fonctionne parce qu'il y a de l'argent public qui est pompé dedans. Mais c'est sûr que maintenant, je pense que selon le montant que tu mets, ben, à part peut-être le gouvernement dans son ensemble, mais à peu près n'importe quelle entreprise, maintenant, tu vas mettre assez d'argent pour que ça finisse par un peu marcher. Là. Tu sais, je veux dire, même Lyon électrique, un moment donné, l'autobus roulait. Là, tu sais, je veux Ben dire, écoute, c'est ça. mais tu sais, ça c'est le standard. J'ai toujours trouvé cet argument-là complètement débile parce que tu as plein de gens de gauche qui font ça. Ils disent, mais regarde, on a tellement dépensé puis ça a réussi à faire ça. Dude, si tu pitches assez d'argent à n'importe quel problème, tu vas le régler. L'URSS a été excellent à envoyer des gens dans l'espace. Oh Mais à un moment oui, donné, le point d'une société, c'est pas juste de régler un problème à la fois. C'est quand tu es dans une société, tu as plusieurs problèmes qui existent en même temps. Puis si tu dépenses toutes tes ressources pour régler un problème, ben ce que tu vas avoir, c'est l'URSS qui gagne les Olympiques puis qui envoie des gens dans l'espace, mais qui n'est pas capable de nourrir les gens dans le pays. ben, puis c'est parce que ben, ça, puis Vincent, c'est parce que mettons que l'État dépense l'équivalent de 50 pièces par année par citoyen pour essayer de mettre de l'avant ce genre de truc-là. Ben, rendu là, fait juste envoyer un chèque de 50 pièces à tout le monde. Ben, tu vois, c'est là que tu as des solutions qui sont. Moi, j'allais y aller en dernier là-dessus. Mais tu as des solutions qui sont probablement bien plus cost efficient. Si ce que tu as comme inquiétude, c'est que les gens ont une sorte d'insécurité alimentaire, ben peut-être que la première chose que tu devrais faire, bon, on le fait déjà au Canada, mais disons qu'on ne le faisait pas, tu pourrais détaxer, par exemple, les produits alimentaires.
Donc, Ben, tout ce qui est préparé, parce qu'au Canada, tu sais, même des amandes grillées, je pense que c'est considéré comme transformé, là. ouais. Ben, il y a un cas d'économiste que moi, je suis prêt à faire, mais pour les fins de l'illustration, si tu me proposes des choix de solutions à un problème, lequel est moins susceptible de passer le test, de ça empire définitivement la situation du Jello Tree, l'idée de détaxer les produits alimentaires, je pense que c'est nettement moins pire que des épiceries publiques. Je pense Ben pas que oui. c'est la meilleure idée. Je pense que les meilleures idées, c'est d'enlever les barrières à la concurrence, à l'importation, à l'innovation. Euh, mais mettons qu'on met ça de côté pour simplifier. Ça serait, disons, une des mesures qui serait nettement supérieure de détaxer. Mais tu pourrais aussi réduire les tarifs à l'importation ou tu pourrais donner des transferts directs aux gens qui sont en situation de pauvreté alimentaire. Donc, si tu es en bas d'un certain revenu, ben, on augmente le revenu, j'oublie c'est quoi en français, mais le personal exemption. Donc, si ton seuil minimum imposable, c'est, disons, 10 000, ben, on va le monter à 11 000. Comme ça, tu es garanti d'avoir un montant additionnel. C'est beaucoup moins problématique, ça, comme Mhm. politique, que l'alternative. Donc, commence avec quelque chose de ce genre-là, au lieu de faire des épiceries publiques qui vont finir par être des drains sur les finances publiques. Des aides directes, c'est massivement plus efficace que des aides via une bureaucratie additionnelle que tu es en train de créer. Puis, ouais, vas-y. Moi, je serais curieux de faire, tu sais, dans le film La Purge, là, où le principe, tu vas comprendre Ouais, j'ai hâte de où voir je où tu m'en t'en vais vas. avec ça. Dans le film La Purge, l'idée, c'est de dire, ben, une fois par année, pendant 24 heures, vous avez le droit de commettre, les gens ont le droit de commettre tous les crimes qui sont normalement interdits par la loi. Puis au bout de 24 heures, on arrête. Moi, je serais curieux de faire l'expérience suivante. Là, puis peut-être ça amènerait le chaos, mais au moins mentalement, ça serait intéressant. Dans l'alimentaire, tu dis, puis là, je ne le ferai pas sur 24 heures parce que ça créerait très probablement le chaos, mais mettons sur une semaine, tu sais, du lundi au vendredi, tu sais, sur une période de 5 jours. Tu fais une fois par année, tu leur dis, pendant cette semaine-là, là, vous pouvez ignorer toutes les réglementations. Puis on observe avec quelle patente ils vont arriver. Puis je suis sûr qu'il y en a un dans la gang qui va arriver avec quelque chose que tu vas dire, oh shit, OK, ça, on pouvait pas faire ça à cause de ça. Mais tu sais, quand on parle de la Statrix, là, Ouais. la raison pour laquelle j'invoque cette expérience de pensée-là, qui est à mi-chemin entre une expérience de pensée et ma volonté de le voir se réaliser réellement, c'est que je pense qu'on n'arrive pas à imaginer ce qui pourrait avoir lieu parce qu'on n'est pas capable de se figurer qu'est-ce que ça ferait d'enlever X, Y réglementation. Puis peut-être qu'on se rendrait compte que, OK, ça, c'est vachement utile, ce règlement-là qu'on avait mis, parce que ça prévient tel dérapage, là. Mais peut-être aussi qu'on se rendrait compte que, OK, ça a permis vraiment à des gens d'être ingénieux parce qu'avant, on les menottait, on leur mettait un boulet après le pied, là. Oui. Puis écoute, bon, je vais faire un petit commentaire sur ce que tu dis. Je pense, j'aimerais vraiment ça, c'est ton truc. Mais même là, quand les gens disent qu'il y a certaines réglementations qui sont défendables, je suis même pas convaincu qu'il y en a beaucoup qui sont défendables parce que les gens pensent que tu. Tu sais, ça, c'est une chose que la gauche a vraiment réussi à bien faire, c'est qu'ils pensent que s'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de réglementation. C'est étrange comme si je viens de le dire, mais la réglementation, elle existe via le droit de propriété. C'est-à-dire que si tu mens lors d'un contrat ou d'une vente puis que tu fais de la fausse représentation, ben, tu es civilement responsable. Donc, je peux te poursuivre. C'est ce qu'on appelle de la réglementation par le droit de propriété. Ah, puis de la Euh, réglementation par la réputation. Vincent, regarde exactement. l'histoire de la. C'était quoi? C'était la bière d'A Oui, qui a fait faillite parce qu'il y a eu un cas j'ai un livre d'empoisonnement. là-dessus en plus. Ben, puis est-ce qu'ils ont eu besoin d'avoir est-ce qu'on a besoin d'un règlement pour dire aux compagnies de bière, il ne faut pas que vous empoisonnez leurs clients? Non, Non, vos exactement. clients. Non, je pense on est pas mal au courant que si ça arrive, c'est la faillite, là. Exactement. Fait que, puis ça, c'est pour des cas visibles. La réputation, ça suffit. Pour des cas peut-être un peu moins visibles, ben, le juridique fait la chose. Et comme les compagnies savent qu'ils peuvent être poursuivis, ils prennent pas juste des remèdes après les faits pour faire des réparations, mais ils prennent des gestes anticipatoires Mmh. pour éviter les choses. Donc, la réglementation se fait en amont et en aval.
des compagnies. L'idée qu'il y a, sans réglementation, il existerait, sans réglementation par décret ou par loi, qu'il n'existerait aucune réglementation dans la définition globale de la chose. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. La plupart des réglementations dans le secteur de l'alimentation sont vraiment conçues. Il y en a quelques-unes que je suis prêt à. Je suis sûr que passerait le test de ce que tu pourrais appeler l'outil standard en économie. Par exemple, tu ne peux pas déverser des éléments avariés dans une rivière. Oh, Dans une rivière où il n'y a pas de propriétaire ou que c'est difficile de déterminer. Il y a des cas que je suis sûr que tu pourrais avoir des affaires de même. Mais que 99% des cas peuvent être gérés par le code civil. Puis si tu es dans le monde supérieur anglophone en termes de droit, donc par common law, parce que la common law, je pense que c'est une institution supérieure à tout ce qui est droit civil, puisque tu n'as pas de législateur qui rentre dans le processus, ben, t'en as, mais c'est moins oh, ouais. intense. Mais tu as ça qui existe. Donc, tu sais, je mets ça sur la table, premièrement, pour l'expérience, à quel point on verrait que la plupart d'entre elles seraient probablement de la crise de merde. Mais présentement, ce qui me gosse encore plus, c'est que le backlash, les gens qui proposent des solutions, c'est pas juste d'avoir des épiceries publiques. Tu as des gens qui disent la chose suivante. Ils disent, écoute, non seulement il y a de l'insécurité alimentaire, mais il y a des déserts alimentaires, ce que je suis sûr que tu as déjà entendu en Ouais, écoutant. ouais. Et là, ils vont dire, regarde, il y a des nouveaux types de commerces qui émergent. Puis aux États-Unis, c'est comme les Dollarama. Donc aux États-Unis, le Dollarama, c'est le Dollar Tree. Le Dollar Tree est très populaire parce que ils produisent des choses, ils vendent des choses très cheap, mais c'est surtout des aliments qui ont déjà beaucoup de préservatifs, qui sont déjà très transformés. Et ils disent, regarde, ces places-là, ils émergent dans des places où les gens sont pauvres. No shit, ça s'appelle le Dollar Tree. Mais ils ne leur donnent pas de la bonne nourriture. Et là, tu as dans plusieurs villes, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de dire, dans certains endroits, des commerces qui peuvent ouvrir, c'est des commerces qui ne sont pas comme Dollar Tree, ou si c'est Dollar Tree, ils doivent offrir certains types de services qui doivent gérer le problème des food deserts, sans souligner que les food deserts sont en bonne partie générés par des politiques publiques qui augmentent, qui rendent la concurrence plus difficile ou qui, par le zonage, rendent plus difficile la Ben réutilisation oui, puis de tu sais, à un ce moment que. donné, si tu vas vivre dans un coin où il y a 4 personnes dans un rang, ben ça se peut que tu ailles à faire plusieurs kilomètres pour aller à l'épicerie. Ça vient avec le truc. Ça vient avec le choix de vivre là aussi, là, tu sais. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'ils disent, regarde, le Dollar Store, le Dollar Tree, c'est de la merde. Et ça ne peut pas être la solution au désert. Et donc, il lie ça à l'insécurité alimentaire. Donc, les déserts alimentaires et l'insécurité alimentaire, c'est lié. Ils vont dire, tu ne peux pas avoir ça comme solution. Fait que là, la solution que le marché a trouvée autour de toutes les réglementations qui existent, puis tous les autres problèmes qui existent, ils vont l'abolir à la place. Fait que là, en même temps, puis ça, c'est quelque chose qui me Oui. sidère, c'est qu'en même temps qu'ils défendent le les épiceries publiques, il y en a qui vont défendre d'interdire les Dollar Trees ou d'interdire pratico-pratique les Dollar Trees en rendant ça plus difficile pour eux d'offrir les services. Parce qu'ils disent, et c'est ça qui crée les déserts alimentaires, il faut que ce soit des épiceries publiques qui soient dans ces endroits-là. Alors que c'est la solution qui a émergé par le marché à des problèmes de politique publique que l'État lui-même a créés. Et donc, ici, là, ce que tu as de A à Z, tu as un échec du Geloso Tree. À part la première étape, là, où tu pourrais défendre plus ou moins la possibilité qu'il y ait un lien. Tout Mhm. après, là, c'est un flop de A à Z. Puis au Québec, ce que tu as maintenant, c'est des gens comme Radio-Canada ou l'IRIS. Dans le cas de l'IRIS, des gens illettrés, selon moi, qui n'ont lu absolument rien sur la littérature. Toutes les choses que je te dis, ça vient de. Il y en a que tu peux retrouver dans le National Bureau of Economic Research, mais il y en a d'autres que tu peux trouver dans Preventable Chronicle Diseases. Donc, c'est pas des trucs de think tank, là. C'est des peer-reviewed. Puis dans des gros journaux, Health Affairs, National Bureau of Economic Research, qui est de gens à l'Université de Chicago. Donc, pas des deux de pique, là. Pas des Vincent Geloso, comme des gens de l'IRIS diraient, parce que bien sûr, je suis un cave. Mais des gens très sérieux qui ont vraiment regardé ça, puis ils arrivent au point que, non, regarde, il n'y a pas vraiment un cas très fort pour des épiceries publiques.
Euh, Quand ils sont là, les effets sont minimes, sont coûteux pour très peu. Et si tu regardes avec d'autres alternatives comme des aides directes aux individus, ben, ça parle en comparaison à ces alternatives-là. Donc, ce que tu as vraiment, je pense, c'est les épiceries publiques, selon moi, c'est le meilleur exemple du Geloso Tree de A à Z avec aucune pause entre les deux. Ben oui, parce que je veux dire, je pense que c'est assez évident que au moins. C'est parce que moi, je me dis tout le temps, avant de, avant de penser à ce genre de choses-là, pouvez-vous au moins faire le tour des politiques que vous avez mis de l'avant qui nuisent? Tu sais, qui sont carrément nuisibles. Tu sais, puis peut-être après ça, on pourra jaser de vos solutions. Mais tu sais, comme on dit dans le dicton, si tu brises, tu répares. Là. Ben là, si en tout cas, moi, puis en plus, le bout qu'on n'a pas abordé, qui, moi, me fait le plus capoter là-dedans, c'est que les mêmes gens qui nous disent Ah, ça n'a pas de bon sens, les gens souffrent d'insécurité alimentaire, puis là, les épiceries publiques, c'est aussi les mêmes gens qui disent dans un autre corps de langage, parce que eux, les sujets dans leur tête ne se connectent pas ensemble. Hey, là, ça n'a pas de bon sens que des gens ne mangent pas selon les saisons, puis il faudrait manger des légumes, puis des fruits de saison. Juste, tu sais, les fraises, ça ne se mange pas l'été, il faudrait interdire les fraises de la Californie, ce genre de trucs-là. Là, tu te dis, ben, ce que tu viens de dire, grosso modo, c'est que tu veux que le prix des fraises sur une période annuelle augmente parce que les gens ne pourront pas en avoir qui viennent d'ailleurs, éventuellement moins cher pour toutes sortes de raisons. Puis ce que tu veux, c'est faire augmenter le prix moyen des aliments. C'est ça que tu veux faire. Fait qu'arrête de me dire que tu veux lutter contre l'insécurité alimentaire, puis le lendemain me dire que tu veux promouvoir l'achat local, puis l'achat selon les saisons, puis si ça. Ça va être un ou ça va être l'autre. Là. Je... Tu sais, Mais là, écoute, ça pourrait être une autre étape du Geloso Tree, c'est est-ce que tu es cohérent à travers tes autres politiques publiques, là? Ça ben, pourrait être tu une question parallèle, parce que effectivement, ça arrive vraiment souvent que tu as des gens comme ça, que tu es là comme... Peut-être le meilleur exemple, c'est, je l'utilise souvent, c'est Émilie Nicolas qui dit il y a du racisme systémique. Il faudrait aussi augmenter le salaire minimum à 20$ de l'heure. Tu sais qu'est-ce que la littérature dit sur les effets du salaire minimum? Qui est viré en premier? Généralement, les immigrants puis les gens des minorités ethniques. C'est littéralement ça sur les effets du salaire minimum. Fait que tu peux pas avoir les deux discours. Là. Tu peux pas me dire que les gens des minorités raciales se font marginaliser, puis après ça, me dire que tu veux le salaire minimum à 20$. Il faut que tu peux pas. Something's gotta give. Moi, j'ai pas de problème à dire qu'ils sont marginalisés, puis le salaire minimum contribue au problème. non, mais Moi, je suis cohérent. non, mais tu regardes les réponses politiques à un paquet de. Je veux dire, le Canada, notamment via Doug Ford, a payé des pubs pour diffuser aux États-Unis pour expliquer à quel point les tarifs, ben, c'était les Américains qui les payaient, puis que c'était une façon de se faire eux-mêmes taxer par leur propre gouvernement. Puis dans la même phrase, 4 lignes plus loin, dit c'est pour ça que nous aussi, il faut imposer des contre-tarifs. Là, tu dis, mais ça va? L'hémisphère droit n'est pas connecté avec l'hémisphère gauche? Ça, c'est une bonne illustration de tu lis-tu ton crise de journal? Ouais, c'est ça. Est-ce que avez-vous compris que, genre, si les Américains payent les tarifs, d'après moi, c'est pas mal nous autres qui va payer les contre-tarifs, là. C'est. Je sais même pas comment l'expliquer plus clairement que ça. Il me semble que c'est assez évident, mais c'est souvent un problème qu'on observe, c'est que les liens entre les événements de l'actualité ne sont pas nécessairement faits. Là. C'est qu'on va nous dire d'un côté qu'il faut privilégier l'achat local, puis il faut absolument consommer des produits faits au Québec par des Québécois pour des Québécois. Puis après ça, on nous dit le protectionnisme américain, c'est épouvantable. Ben oui, mais tu viens de me faire l'apologie. Tu sais, l'achat local, c'est juste Tu un peux autre pas. mot pour le protectionnisme. Là. Comme on dit en anglais. Non, non, ça, c'est la phrase en anglais qui me vient en tête, là, qui fait exactement ce que tu viens de dire. You can't talk from both corners of your mouth. Cette expression-là dit tu peux pas dire une chose et son contraire, mais quand tu dis both corners of your mouth, ça veut dire que c'est comme si tu es en train de bullshiter des deux côtés. Là. Il y a comme un côté plus, c'est pas juste de l'incohérence, là, c'est tu me bullshit comme faut. Là. T'en beurres vraiment épais, puis c'est cave en tabarnak ce que tu dis. C'est juste que si tu le dis juste d'un côté, on peut pas le spotter, mais si tu dis les deux en même temps,
Là, on le voit que t'as un Christ de fucking trou de cul. Ça, c'est philosophique propos. On va passer, en fait, on va s'arrêter là-dessus parce qu'il n'y aura pas il y a pas de taverne pour aujourd'hui, puis il n'y en avait pas la semaine passée non plus parce qu'on a enregistré deux émissions back-à-back. Donc, l'entrevue que vous avez écoutée la semaine passée avec Kevin Brook et le podcast d'aujourd'hui parce qu'on avait des enjeux de temps. Puis là, ça fait déjà 2 heures et demie en tout et partout qu'on est là-dessus. Là, fait que ça va être ça pour cette semaine, mais la taverne sera de retour tôt ou tard. Faites-vous en pas.